merci de la présentation, merci de me donner la parole. Donc pour précision, je ne suis pas professeur, mais je vous remercie chaleureusement de votre invitation et puis particulièrement professeur Gauvrit qui a donc sollicité le CHU d'Angers pour cette présentation sur les selles hybrides. Donc la commande portait sur l'apport des selles hybrides dans le développement des interventions mini-invasives, ce qui oblige d'emblée à réduire le terme d'intervention mini-invasive aux interventions radioguidées et plus encore ici, même si c'est déjà discutable, aux interventions endovasculaires guidées par l'image. Donc ces interventions se développent depuis plusieurs dizaines d'années, maintenant initialement sur des régions anatomiques d'abord chirurgicales difficiles ou dangereux, compliquées, et elles ont démontré leur faisabilité, leur innocuité et même leur grande efficience dans la prise en charge de nombreuses pathologies, avec d'emblée un impact direct sur le parcours du patient avec un raccourcissement des durées de réanimation, un raccourcissement des durées de séjour, des arrêts de travail, etc. et un développement drastique de ce type d'intervention dans de multiples territoires, permettant de plus en plus des interventions sous anesthésie locale et un développement d'activités en ambulatoire. Et puis, peu à peu, les techniques se sont vraiment développées, même dans des territoires où on pensait initialement que ces pratiques mini-invasives n'auraient pas accès, type les anévrismes de l'aorte abdominale, et maintenant, plus récemment, le remplacement des valves aortiques. Donc avec le développement de ces indications de plus en plus complexes, on a dû ajouter des gestes chirurgicaux pour accéder aux territoires de plus en plus profonds, voire même associer des gestes chirurgicaux complexes sur l'aorte par exemple. Aux gestes endovasculaires, il est devenu nécessaire d'associer des outils d'imagerie de haute performance, type les salles qu'on va voir, à un environnement de bloc opératoire qui soit parfaitement stérile et permette d'associer le geste chirurgical et le geste radioguidé. Donc ceci donne le cadre de la salle hybride, le cadre seulement, parce que la définition, elle n'existe pas, mais on va plutôt avoir un catalogue d'outils qu'on va associer en fonction des besoins, en fonction de l'activité qu'on va vouloir faire développer, et ceci donc pour des définitions un petit peu variables en fonction des centres. Alors, quels outils? Donc, l'outil princeps en général dans ces salles, c'est donc l'arceau-d'angiographie 3D qui va donc permettre une excellente qualité d'image pour le repérage, la numérisation, ça c'est la base, mais le plus souvent aussi l'angiographie rotationnelle 3D qui va donc permettre un repérage, un guidage anatomique dans les 3 dimensions de l'espace, de manière à choisir éventuellement la meilleure incidence ici pour la neuroradiologie pour traiter une lésion. Le plus souvent aussi, ces arceaux d'angiographie vont permettre des acquisitions type 3D scanner, même si elles n'en ont pas la résolution spatiale, mais elles vont permettre d'avoir là encore un repère dans les 3 plans de l'espace, mais la pathologie étant repositionnée dans son environnement parenchymateux, là encore pour pouvoir tracer un chemin vers la lésion à traiter, et puis éventuellement même un chemin percutané, en décidant, en permettant de définir le point d'entrée, le trajet à suivre pour accéder par exemple ici à un sac anévrismal. Mais si la performance, si la résolution de ces acquisitions 3D ne suffit pas, on va pouvoir aussi importer des images de scanner faites sur le patient quelques jours ou quelques semaines auparavant. Ces images peuvent être importées, fusionnées et recalées sur la salle d'angiographie simplement avec un repère de face et de profil et permettre après donc de se repositionner. Donc on colle uniquement l'acquisition vasculaire réalisée sur le scanner, on la recolle sur le patient, sur l'arceau d'angiographie, et ça va permettre de travailler là encore en temps réel pour le positionnement de ces endotomes-prothèses dans les 3 plans de l'espace là encore. Alors cette fusion, elle peut se faire avec d'autres modalités, l'échographie par exemple, mais bien évidemment dans l'avenir probablement l'IRM aussi. Donc cette description d'outils, ce catalogue n'est pas exhaustif, mais il va s'associer aussi maintenant à des acteurs. Alors quels acteurs? Là encore, c'est pas défini, mais le mieux, c'est de définir une activité multidisciplinaire. Alors les premiers couples qui se développent, même si ce n'est pas toujours le grand amour dans tous les centres, c'est le couple chirurgien vasculaire radiologue, qui va permettre d'associer ses compétences chirurgicales et radiologiques. Et puis avec le développement des valvuloplasties percutanées, on a vu un deuxième couple plus classique, cardiologue et chirurgien cardiaque, mais aussi sur certaines interventions par communication, échange entre les différentes spécialités. On va voir des couples chirurgien vasculaire, chirurgien cardiaque, chirurgien vasculaire cardiologue, pourquoi pas, et puis parfois des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, type chez nous par exemple, radiologue et urologue. Et puis maintenant, dans la disposition de ces salles, comme de plus en plus d'interventions vont se faire sous anesthésie générale, il sera indispensable de penser à une place réelle et complète pour l'équipe d'anesthésie. Alors il y a de beaux barbus là, mais je ne vois pas beaucoup de femmes. On est cachés. À part vous. À part moi, c'est vrai que... Ici, il y a les équipes paramédicales. Pardon. Alors elles arrivent, les équipes paramédicales. Donc là encore, avec ces compétences médicales, on va avoir besoin aussi de nouvelles compétences
paramédicale. Donc là, le manipulateur de salle de radio interventionnelle qui, au final, finissait par passer beaucoup de matériel et ressemblait à une infirmière de bloc opératoire, il va retrouver toute sa compétence dans le travail de l'image, parce qu'on va vraiment avoir besoin de lui pour le travail d'amont sur les fusions, les collages, les recalages en amont de la pose des endoprothèses, par exemple. Et puis on va voir arriver dans ces salles d'angiographie du personnel de bloc opératoire, du personnel anesthésique, des infirmières, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler dans un environnement de rayonnement ionisant. Tout ça pour l'accueil du patient, la commande du matériel qui est de plus en plus spécialisé, voire parfois du matériel effectivement sur mesure commandé à chaque patient. Et donc, dans ce cadre de travail avec le rayonnement ionisant, je crois qu'il y a un métier qui va devenir indispensable aussi à notre pratique, c'est l'aide du radiophysicien, donc pour travailler aussi en amont sur le paramétrage des salles, sur les outils de radioprotection, et puis sur la dosimétrie autant des opérateurs que des patients, et l'autorité de sûreté nucléaire ayant vraiment le regard braqué sur notre activité de radio interventionnelle. L'aide de ces nouveaux personnels deviendra, à mon sens, incontournable, en tout cas quand on a une grosse activité. Alors pourquoi faire tous ces outils ? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, même si la pathologie cardiovasculaire est particulièrement adaptée, ou la pathologie sur laquelle la salle hybride s'adapte le mieux, c'est dans le cas desquels on trouve les meilleures définitions, disant qu'on va travailler en équipe multidisciplinaire avec des outils, un arceau 3D, un radiophysicien, de la radioprotection, etc. Mais en fait, les gens vont décrire des salles hybrides dans des contextes éventuellement différents. À Clermont-Ferrand, par exemple, ils ont associé un scanner, une échographie, une salle d'angiographie, de la place pour l'anesthésiste, des équipes chirurgicales, mais tout ça dédié à la prise en charge du polytraumatisme et du patient polytraumatisé. Et puis, on a des définitions qui vont être beaucoup plus centrées sur le seul outil d'angiographie 3D pour faire parfois des activités, monoactivités, type cardiovasculaire ou cancérologique, par exemple. On pourra éventuellement discuter après. Alors, si on construit une salle hybride, comment on fait ? Pourquoi faire ? Alors, d'abord, il faudra, à Angers, comme on a fait, déjà, on a bénéficié de l'expérience de nos prédécesseurs, des gens qui avaient installé des salles avant nous, ce qui nous a permis de voir un petit peu les écueils, les difficultés, éventuellement, ce qu'il valait mieux ne pas faire. Alors, première chose à faire, je pense, c'est définir les besoins. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Quel type d'activité ? Et déjà, est-ce que les besoins que vous savez sous-jacents vont suffire à rentabiliser éventuellement cette salle ? Donc chez nous, c'était assez défini. On a des cardiologues, des chirurgiens cardiaques qui voulaient faire de la TAVI. On avait des chirurgiens vasculaires qui voulaient faire des endoprothèses compliquées. Et puis on a des radiologues aussi qui voulaient faire des gestes un petit peu compliqués avec de l'imagerie 3D associée. Donc on s'est réunis en groupe de travail pour définir à partir de ces besoins les outils technologiques, aidés par bien sûr les ingénieurs biomédicaux, pour définir les plannings d'activité, parce que tout le monde veut sa plage pour faire ci, ça. Donc à plusieurs on a dit ok, bon, il y aura tant de journées dédiées pour l'activité de TAVI, tant de journées pour les chirurgiens vasculaires, tant de journées éventuellement pour de la neurochirurgie, du développement dans l'activité cardiologique, etc. Et donc on a mis en place une charte rigoureuse, parce que quand on veut travailler comme ça, en multidisciplinaire, en un seul endroit, avec plusieurs équipes, il est très important que ce soit hyper bien cadré pour que les choses ne dérapent pas et que ça finisse pas par des conflits. Donc voilà l'exemple du planning d'activités qu'on a mis en place sur les activités qui étaient prévues pour être faites dans cette salle hybride. Donc pour quelle rentabilité ? Eh bien, voilà, donc l'activité sur notre salle hybride, elle fait l'objet d'un suivi mensuel et avec un bilan annuel de nombre d'actes qui sont réalisés. Et dans la charte, on avait convenu que tous les ans ou tous les 2 ans, on rediscuterait en fonction de l'activité de chacun. Ceux qui utilisent beaucoup la salle, est-ce qu'il faut augmenter les plages horaires ? Ceux qui travaillent un petit peu moins, est-ce qu'on peut redistribuer les moyens alloués sur d'autres activités ? Donc globalement, on garde à peu près le nombre d'actes qui avaient été convenus. Alors, je sais pas où est le bouton. Alors, si vous regardez sur les plages d'activité TAVI le lundi et le mardi, on avait sur l'année 2015 bien 2 pauses de valves percutanées par jour. C'est ce qui avait été prévu. Là, sur fin 2015, début 2016, on va augmenter probablement à 3 par jour. Sur l'activité vasculaire, on a aussi un nombre d'actes qui est relativement soutenu. Alors, c'est pas forcément toujours des endoprothèses fenêtrées, branchées, extrêmement compliquées, mais on a une activité qui reste soutenue. De même sur l'activité
réactivité de cardiologie. Et puis sur la réactivité de radiologie, vous voyez qu'il y a un nombre d'actes élevé. Là encore, quand c'est des actes très compliqués, c'est pas forcément 5 dans la journée, mais il y a des jours où c'est un petit peu plus léger. Et là, on se permet de faire, remplir la salle avec des actes un petit peu plus rapides, mais qui rendent bien service aux patients aussi. Donc tout ça, voilà, nous permet d'avoir une activité, de garder, je pense, une salle suffisamment rentable, de garder de la place quand même pour des développements, avec des discussions entre les équipes. Si on a un petit peu de temps encore, je vous passerai peut-être un petit film sur des nouvelles collaborations, des nouveaux développements qui ont été faits dans cette salle, grâce justement à ces discussions entre différents praticiens. Je passe à la conclusion. Donc, mettre en place une salle hybride, c'est un gros investissement financier, technique, architectural, logistique, un gros investissement en ressources humaines aussi, parce qu'il faut la faire tourner, il faut la nettoyer. Ça permet probablement chez nous, aux manipulateurs, d'avoir retrouvé leur vraie place de gestionnaire de l'image. Il est indispensable, à mon avis, d'associer le radiophysicien au fonctionnement de ces salles. En tout cas, l'autorité de sûreté nucléaire nous le demandera très probablement. Pour que ça fonctionne bien, il est presque évident que ça doit se baser sur une collaboration multidisciplinaire étroite. Et partant de là, on va pouvoir développer des nouvelles techniques interventionnelles, puisque ces techniques mini-invasives, avec l'impact qu'elles ont sur les complications post-opératoires, la réduction des durées d'hospitalisation, ne seront amenées probablement qu'à se développer, avec une prise en charge plus courte, moins agressive, etc. Et donc une vraie diminution des coûts de santé, un vrai bénéfice pour le patient. Voilà, je vous remercie.